Salut à tous. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo un petit peu spéciale parce que je suis tombé sur un article de BFM TV. Ce n'est pas commun mais pour une fois il parle de manga et il titre « Naruto a été le manga le plus vendu en 2020 ». Donc petite quenelle pour les fanboys de One Piece, One Piece n'est pas le manga le plus apprécié contrairement à ce qu'on peut croire. Bon, sur l'article on n'apprend pas grand chose, si ce n'est que 1,2 million d'exemplaires de Naruto ont été vendus en 2020, soit une moyenne de un manga vendu toutes les 30 secondes. Mais bon, One Piece là, ça devient n'importe quoi. Je regardais les derniers épisodes, je suis même tombé sur un peu de spoil sur Instagram. Luffy il affronte Big Mom, il ne fait quasiment rien, et il utilise sa technique ultime pour s'entraîner sur un mur. Je trouve ça tellement nul. Autant One Piece au début c'était très intéressant, mais à partir de l'ellipse de 2 ans, c'est un peu parti en couille. Mais pour revenir sur Naruto du coup, c'est un manga qui est très intéressant. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que je parle en général d'initiation solaire, de psychologie évolutionnaire, d'ésotérisme et compagnie, donc le but c'est un peu de montrer ce qu'il y a d'intéressant dans Naruto à ce niveau-là. J'ai déjà regardé Naruto et Naruto Shippuden, les deux vont ensemble, Shippuden étant la suite de Naruto, et j'ai recommencé par nostalgie, et parce que c'est intéressant quand on a changé d'état d'esprit et qu'on a découvert plein de choses, au niveau ésotérisme, compréhension et tout ça, et qu'on a un petit peu l'œil ouvert, finalement, quand on regarde une œuvre à nouveau, on voit des choses qu'on n'avait pas vues avant. C'est pas mal le cas pour ceux qui regardent Matrix, et qui ont re-regardé. Ils se sont rendus compte qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas compris au premier visionnage, et qu'ils ont découvert au deuxième ou troisième visionnage. Et en fait, Naruto, c'est un peu ce qu'il s'est passé aussi pour moi. Et donc, j'ai re-regardé parce que j'ai vu qu'il y avait les 50 premiers épisodes qui étaient disponibles sur YouTube, donc en streaming assez facile, et un débit assez intéressant par rapport à d'autres sites de streaming où les lecteurs ne chargent pas forcément. Pendant un moment, j'avais un souci de connexion et c'était compliqué de regarder sur des sites de streaming. Ça ne chargeait pas ou ça chargeait toutes les 5 secondes, enfin bref. Donc on va parler surtout de symbolique, d'ésotérisme qu'il y a à voir dans Naruto. Ce qui est vraiment intéressant dans Naruto, parce que ce n'est pas un manga... J'allais dire ce n'est pas un manga comme les autres, mais il y a beaucoup de mangas vachement intéressants en fait. Ce qui est intéressant avec la culture japonaise et asiatique en général, c'est qu'ils prennent en compte dans leur vision, dans leur culture même en général, ils prennent en compte la dimension éthérique, invisible, énergétique dans l'existence humaine. Rien que de voir dans la culture asiatique, la médecine par l'acupuncture, ce sont des trucs que nous, on n'a pas encore en Europe, ou en tout cas qui ne sont pas vraiment officiels. Nous, c'est plutôt le matérialisme, le lobby pharmaceutique à fond sur les molécules et tout. Et au niveau soins énergétiques, à part des gens qui développent ça un peu par eux-mêmes en auto-entrepreneurs, les magnétiseurs et tout ça, à part dans certains hôpitaux où ils utilisent ça, par exemple les coupeurs de feu, parce que les médecins n'arrivent à rien par le traitement moléculaire, du coup, ils sont forcés de s'ouvrir un petit peu à ces choses-là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la culture japonaise et la culture asiatique, en fait, de manière générale, sont bien plus ouverts là-dessus. C'est qu'ils sont bien plus couverts là-dessus. C'est qu'ils le prennent en compte comme une réalité. Et effectivement, c'est une réalité, puisque l'homme est composé de 7 corps subtils. J'ai parlé de l'éthérique, en fait c'est le deuxième, le premier étant le corps physique. Ensuite viennent le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et le corps atmique ou divin. Le problème, c'est qu'en Occident, on ne va pas plus loin que le corps physique. Donc, au niveau compréhension de ce qui se passe dans l'humain en Occident, on est très limité, et encore que le mot est faible parce que nous sommes réellement des ignorants, à côté de certains, que ce soit les chamans américains du peuple américain, d'origine bien sûr, pas du peuple américain occidental, et babylonien, que ce soit les hindous avec leur système de chakras que l'on retrouve dans Naruto mais qui n'a pas grand chose à voir avec le système des chakras hindous, puisqu'il y a pas mal de différences. La première chose, c'est que le chakra dans Naruto correspond à l'énergie vitale. Donc, c'est le plan éthérique en fait. C'est l'énergie vitale qui sous-tend la matière. C'est-à-dire que sans énergie vitale ou sans corps éthérique, le corps physique ne peut pas se maintenir, ce n'est pas possible.
Il y a toujours une énergie qui soutient la matière et qui lui permet de rester cohérente, comme une mémoire. C'est-à-dire que notre corps éthérique a une mémoire qui permet au corps physique de rester tel qu'il est. Sinon, toutes les molécules se dissocient. D'un jour à l'autre, notre visage reste à peu près le même ainsi que notre corps physique, et c'est la mémoire éthérique qui permet cela. Donc, dans Naruto, on nous démontre ça par le fait qu'un individu qui n'a plus de chakra est mort. Et dans la réalité, c'est pareil. Si on vous enlève votre corps vital, il n'y a plus de vie en vous, donc vous êtes mort, et votre corps physique va commencer à entrer en décomposition. Toutes les molécules qui composent votre corps physique vont se dissocier. Ce qui est très intéressant, c'est que du fait que les mangas viennent en Europe, ils nous permettent de prendre en compte ces dimensions d'énergie. Si je veux faire le lien avec d'autres mangas, car il y en a d'autres qui parlent d'initiation solaire, comme Bleach, One Piece, qui sont aussi des mangas d'initiation solaire, mais One Piece est vraiment à part, sans dire qu'il est mieux ou moins bien que les autres. C'est une grille de lecture différente. On n'a pas vraiment d'informations sur l'énergie dans One Piece, mis à part le haki. Les 3 hakis sont assez intéressants. Le haki de l'observation, le haki de l'armement, le haki des rois, le fait que Shanks traverse le temps. Mais à la base, je veux faire une vidéo sur Naruto, pas sur One Piece. Et dans Bleach, on a aussi la similitude avec le Reiatsu, qui est aussi l'énergie vitale utilisée par tous les personnages de Bleach qui ont des pouvoirs. Au passage, il y a plein de gens qui se demandent pourquoi le nom Bleach, alors que ce mot n'a en apparence rien à voir avec le manga. C'est parce que Bleach signifie Javel, et que l'eau de Javel, ça blanchit, ce qui démontre bien que nous sommes dans une initiation, où le but est de se nettoyer, de s'épurer, de se séparer de la noirceur des taches et de s'élever. On a donc une similitude entre Naruto, Bleach et la réalité, c'est de montrer que l'énergie vitale permet ceci et cela. Pour rester sur les mangas, en général, avant d'aller plus spécifiquement sur Naruto, le shonen définit le manga destiné aux garçons, alors que le shoujo définit le manga destiné aux filles. Fruit Basket ou Sailor Moon par exemple. Donc les shonen sont de manière générale des mangas d'initiation solaire. J'ai regardé High School DxD aussi qui est assez intéressant. C'est l'histoire d'un garçon qui tire son pouvoir de la sexualité. Ce qui l'excite, ce sont les gros seins des filles. Et dès qu'il y a une menace de destruction du monde ou d'extinction de l'humanité, ce qui lui vient à l'esprit, c'est qu'il ne pourra plus voir les gros seins et ça l'énerve au point de le rendre fou, comme Naruto quand il pense à Sasuke. Et ce qui est intéressant dans High School DxD, c'est que la sexualité est directement reliée à l'énergie éthérique vitale, puisque l'énergie sexuelle et l'énergie vitale, c'est la même chose. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en rendent compte. Mais quand on fait un enfant, on utilise l'énergie sexuelle vitale pour créer. Donc après, dans notre monde occidental complètement dégénéré, la sexualité est utilisée dans le sens d'un plaisir égoïque, et l'énergie vitale est exploitée par le plan astral, d'où la symbolique des incubes et des succubes et d'autres entités qui nous bouffent notre énergie. C'est exploité comme ça, mais à l'origine, c'est vraiment l'énergie créatrice. Donc, j'avais tout de suite tilté dans High School DxD. Là aussi, le personnage est amené à évoluer et à développer des pouvoirs. Voilà pourquoi les shonen et l'initiation solaire. Je ne sais pas si vous connaissez Pascal Bouchet, mais c'est un alchimiste spéculatif que je recommande. Il nous parle de plusieurs choses, notamment de la voie du fou et de la voie brève, la voie du feu, et on peut constater plusieurs choses. Déjà d'entrée de jeu, il y a des symboliques qui nous permettent de démontrer cela. Par exemple, dans Bleach, le héros Ichigo Kurosaki a les cheveux orange. Souvent dans les shonen, les héros ont les cheveux en pique qui éclatent dans tous les sens, un peu comme un soleil. Dans One Piece, Luffy a la couleur dominante rouge, avec d'autres couleurs alchimiques comme le bleu et le jaune, bien que le rouge corresponde au chakra de la base ou au chakra racine. Et Luffy est aussi amené à maîtriser le pouvoir du feu, ainsi que le haki des rois. Le haki m'amène à parler du pouvoir de la parole et du fait que dans les mangas,
les personnages parlent toujours leur technique, comme une incantation, car la parole a le pouvoir de manifestation. Pour revenir au symbole solaire, Naruto a vraiment le jaune et le orange comme couleur dominante. Voilà pour la voie du feu, appelée aussi voie brève en alchimie, qui n'est pas si brève que ça car elle prend tout de même un certain temps, mais elle est beaucoup plus courte que la voie humide qui est en fait l'initiation lunaire. Les gens qui sont en initiation lunaire, comme les gens spirituels, vont apprendre petit à petit tout un tas de choses, sans passer par des souffrances éprouvantes. C'est même un plaisir pour l'ego d'accumuler des connaissances. Alors que dans l'initiation solaire, on passe par des souffrances éprouvantes, des remises en question psychologiques et égoïques, des souffrances qui peuvent même être purement énergétiques, comme des démangeaisons, des douleurs ou des maladies, qui n'ont pas de cause matérielle explicable, car l'esprit vient transmuter directement l'ego et la génétique de la personne. Je ne pourrais pas le démontrer par la preuve, car je ne suis pas scientifique de la matière. Mais il y a des changements en moi qui se sont faits, comme le fait que je ne peux plus croire, que je n'ai plus autant de mémoire qu'avant, que je suis capable de savoir instantané. Ces choses qui me démontrent à moi-même que le corps physique et le cerveau ont changé. Et comme je le disais, le corps éthérique sous-tend la matière, mais il va aussi la conditionner. L'esprit passant par le corps mental et par le corps éthérique, il va opérer certains changements. Et donc par des souffrances éprouvantes, quand l'ego vit un choc, soit il ne l'intègre pas, il ne change pas et il continue de souffrir, soit il intègre le choc, et à ce moment-là, il va se produire des changements, des transmutations, et on appelle cela la voie brève, parce que c'est vraiment une série de mises à l'épreuve qui vont transformer le plus en profondeur. On l'appelle aussi la voie du fou, par jeu de mots avec la voie du feu, et aussi parce que contrairement à la voie humide ou lunaire, où la personne va apprendre petit à petit en réfléchissant, en essayant, en faisant des expériences et des erreurs et en tâtonnant, à l'extérieur en général, alors que dans la voie du fou, c'est plutôt du style « je ne sais pas, j'essaye et si je me prends un mur, ce n'est pas grave ». Dans tous les shonen, le héros est toujours un peu simplet, voire gamin, comme Naruto au début, ou Luffy dans One Piece, ou encore Son Goku dans le début de Dragon Ball, qui évidemment est aussi un manga d'initiation solaire, avec son principe de l'énergie qui est le ki, le symbole solaire de la couronne de cheveux dorés, etc. Simplet ou intellectuellement pas très doué, comme Ichigo dans Bleach, qui a toujours du mal à comprendre ce qui se passe et a besoin de se le faire expliquer. Évidemment, cela est fait exprès pour que les personnages secondaires expliquent au spectateur à travers le personnage principal, mais c'est aussi une réalité, car nous sommes tous plus ou moins en initiation solaire, initiés par notre propre esprit, en tout cas ceux pour qui cet enseignement résonne. Cette initiation commence souvent par une confrontation avec la mort. Dans le cas de One Piece, Luffy fonce tête baissée et se fait kidnapper par un pirate qui l'emmène sur la mer pour le noyer. Dans Dragon Ball, Son Goku fonce toujours au combat directement sans réfléchir et sans stratégie. C'est plutôt Piccolo qui va réfléchir à des stratégies de combat. Dans Bleach, Ichigo a exactement le même comportement. Il est aussi confronté à la mort dès le début, puisqu'il rencontre le premier holo et n'a pas d'autre choix que de se battre. Et dans Naruto, même comportement, car même s'il a mûri dans Shippuden, il répond trop facilement aux provocations. Naruto et Sasuke sont tous les deux confrontés à la mort dès le début par le fait de risquer leur vie dans des missions dangereuses, et Sasuke par son passé que je vous laisse découvrir dans le manga. Tous ces points communs démontrent bien que les mangas shonen sont des histoires d'initiation solaire pour nous informer. Une autre similitude par rapport à la réalité, c'est que le corps éthérique apparaît en bleu pour ceux qui peuvent le voir, comme le Reiatsu dans Bleach et le chakra dans Naruto. Vous pouvez faire des recherches ésotériques sur certains sites, et l'on vous dira que quand le corps éthérique est en bonne santé, il est bleu franc, alors que quand il est en manque d'énergie, il apparaît en gris. Il va donc varier dans les nuances bleu-gris selon votre niveau d'énergie. Il est assez facile de s'entraîner pour voir le corps éthérique de n'importe quel être vivant et même des objets, puisque toute matière a besoin d'énergie pour être maintenue.
Il suffit de mettre votre main en face de vous, sur un fond blanc, comme un drap ou un mur ou un plafond, et de regarder à travers pour faire varier la mise au point ou la distance de focale, comme sur un appareil photo ou une caméra. Le but étant de fixer votre regard sur le mur pour voir votre main en flou, et au bout d'un moment, vous allez voir une aura bleu-gris autour de votre main. C'est votre corps éthérique. Vous pouvez faire cet entraînement avec n'importe quel être vivant comme les plantes, mais avec les animaux ce sera plus difficile puisqu'ils sont mobiles. Maintenant que j'ai fait des correspondances entre les différents shonen et la réalité, je vais parler plus spécifiquement de Naruto. Je vais essayer de donner des explications sans faire trop de spoil, car il y a beaucoup de choses intéressantes que je préfère vous laisser découvrir par vous-même, notamment sur le scénario du manga. Un point à faire, c'est que moi je regarde les animés, mais si vous lisez les mangas, ils sont en noir et blanc, mis à part les couvertures qui sont en couleur, et je trouve les animés plus intéressants grâce aux couleurs, aux animations, et aussi grâce aux musiques qui mettent une certaine ambiance. D'abord, sur le logo officiel, Naruto est écrit en orange, comme le personnage principal. On peut supposer une symbolique solaire ou une référence au chakra du sacré du système hindou. Le mot Shippuden est écrit en bleu, qui peut faire référence à la couleur de l'eau, du ciel ou au corps éthérique. Le tout posé sur une spirale rose. On a donc 3 principes sur lesquels je vais revenir plus tard. Comme vous vous en doutez, Naruto est le personnage principal de l'histoire. Son nom complet est Naruto Uzumaki. Naruto fait référence aux lamelles de poisson cuites à la vapeur qu'accompagnent les ramen. Et le nom Uzumaki se traduit par tornade, spirale ou tourbillon. La tornade est non seulement dévastatrice et fait référence au caractère impétueux du héros, mais elle est aussi une référence à l'air, d'autant plus que l'air est l'affinité élémentaire de Naruto. La spirale, quant à elle, fait référence à la spirale de Fibonacci, qui est un pattern que l'on retrouve partout dans la nature, comme sur les tournesols, les coquillages, la pousse des cheveux, etc. On retrouvera aussi la spirale sur le symbole de Konoha. La référence à l'air est intéressante, car l'air est au-dessus de l'eau. L'eau étant un symbole spirituel, comme la lune est représentative du plan astral, cela démontre bien que nous sommes au-delà de l'initiation spirituelle, mais plutôt au niveau du mental, pour essayer de comprendre les choses de manière froide, non polarisée et objective, neutre et réelle. Naruto est donc le personnage principal du manga et représente l'initié, et comme c'est une histoire qui est racontée, on le verra aller jusqu'à la fin de son initiation. Il est porteur d'un démon appelé Biju, traduit par démon à queue dans le sens animal, mais il y a une nouvelle fois un jeu de mots avec l'adjectif aqueux que les chimistes reconnaîtront, car il signifie contenant de l'eau. Par exemple, un mélange aqueux. C'est une référence directe au plan astral et aux entités, qui s'avère vraie, car dans la suite de l'histoire, Naruto sera amené à être possédé par ce démon et devra lutter par son mental pour garder le contrôle de lui-même. Le nom de ce démon est Kyuubi, soit le démon à 9 queues, mais c'est un renard, et le renard à 9 queues est une entité du taoïsme appelée Kitsune, et reprise dans Pokémon avec Fenard, dans League of Legends avec Harry. De plus, Naruto est porteur d'un sceau au nombril qui permet de contenir ce démon, le ventre et le plexus solaire étant la connexion au plan astral. De plus, ce sceau est également une spirale. Le nom sceau a pour correspondance le verbe sceller, et en alchimie, le sel correspond à la matière. Sceller l'énergie, donc enfermée dans la matière ou cristallisée, d'où les cristaux de sel. Kyuubi étant le renard à 9 queues, il y en a donc 8 autres. Les porteurs de ces démons sont appelés Jinchuriki, qui signifie pouvoir du sacrifice humain, et Naruto deviendra très ami avec d'autres Jinchuriki, 2 autres, du fait de leur souffrance et de leur expérience commune.
À cause de ce démon, Naruto a toujours été mis au banc de la société, car les gens considèrent que s'il porte un démon, il est lui-même le démon. Dans la réalité, c'est la même chose. Les gens ont du mal à faire la part des choses entre l'esprit et la personnalité de l'ego. En général, ils voient surtout la personnalité et passent à côté de l'esprit. Ils voient surtout les défauts des gens, mais ne prennent pas en compte les qualités. En Occident, dans la rue, et beaucoup sur Internet, les gens vont critiquer les défauts des autres et vont occulter des qualités. La majorité des gens font cela, bien qu'une minorité fasse l'inverse. Ils font cela par orgueil, car une personne qui n'a pas de valeur cherche à s'en donner une en rabaissant les autres. C'est donc ce qu'il se passe pour Naruto, qui cherche à être reconnu, car tout le monde le fuit et a peur de lui. Il vit donc seul, malgré l'aide du 3e Hokage, le chef du village, qui a une certaine sagesse et qui lui offre un toit. Naruto va donc être amené à prouver aux autres qu'il vaut quelque chose de bien. Le premier personnage à reconnaître Naruto pour ce qu'il est Iruka Sensei, son premier professeur, car celui-ci a aussi connu la souffrance de la solitude et comprend la souffrance de Naruto, et va donc l'aider à se développer. Naruto fait partie d'une équipe de 3 plus un professeur. Le rival de Naruto est Sasuke, et c'est le 2e initié. Son prénom signifie aide ou assistance, et est une référence au célèbre ninja Sarutobi Sasuke des contes japonais pour enfants. Son nom Uchiwa se traduit par éventail et c'est l'emblème de son clan. On retrouve encore une fois le symbole de l'air, puisqu'un éventail sert à le manipuler. L'initiation de Sasuke est aussi une initiation solaire qui passe par la souffrance, mais elle est différente de celle de Naruto, car Sasuke sera pris dans l'orgueil, la haine et la quête de pouvoir, qui fait partie de l'initiation lunaire. Il y a aussi beaucoup de gens dans la réalité qui doivent se remettre en question comme le fera Sasuke, car ils se donnent une valeur fictive d'être au-dessus des autres, ne comprennent pas le respect et sont dans la domination et la manipulation à des fins de pouvoir, contrairement à ceux qui sont humbles, qui connaissent leur place dans le monde et qui ont une réelle valeur humaine. Ceux-ci n'ont rien à prouver aux autres et n'en ressentent pas le besoin. Pour ma part, c'est la même chose. Je dispose d'un savoir et de connaissances, mais je ne ressens pas le besoin de faire 1 ou plusieurs vidéos par semaine pour montrer que j'en sais plus que les autres. Sasuke va donc être dans la quête de pouvoir et va renier tout ce qu'il y a d'humain en lui, ce qui n'est pas forcément négatif, car si l'on veut s'élever au rang divin, il est nécessaire de se dégager de tout ce à quoi on s'attache, de tout ce à quoi s'attache l'animal humain et de se transcender. Si Lucifer est la plus haute divinité du plan astral, il est tout de même orgueilleux et dominateur, et c'est ce qui l'empêche de s'élever au rang de divinité cosmique. Ceci me permet de parler de la différence entre le pouvoir et la puissance. Quand on a de la puissance, on est capable de régler une situation, mais on ne cherche pas systématiquement à dominer les autres. Alors que quand on a le pouvoir, c'est systématique. On a toujours le pouvoir sur quelque chose ou quelqu'un en fonction de sa soumission. On ne peut pas avoir de pouvoir tout seul, et encore moins sur quelqu'un qui ne nous est pas soumis. Sinon, c'est de la puissance. Vouloir le contrôle sur tout, c'est l'orgueil et le pouvoir. Ceci est la grosse problématique à laquelle sera confronté Sasuke. Le 3e personnage de l'équipe est Sakura Haruno. Le nom complet signifie cerisier du printemps. Au Japon, le cerisier en fleurs est un symbole de renouveau, de vie après la mort et de guérison. Il y a beaucoup de gens qui disent que Sakura ne sert à rien, mais je ne suis pas d'accord, car quand elle pleure, elle hydrate le sol. C'est utile quand même, sinon les plantes ne poussent pas. Bon, c'est vrai que dans le début de Naruto, Sakura n'est pas très utile dans le sens où elle met beaucoup de temps à se développer. Une fille est émotionnellement très sensible,
et donc beaucoup plus influençable par le plan astral, émotionnel et psychologique. C'est donc plus compliqué pour Sakura d'utiliser son plan mental et de connecter avec son esprit. Elle a du mal à se connecter à sa volonté. Elle passe beaucoup de temps à se plaindre et à se rabaisser elle-même, jusqu'à un moment donné où elle souffre vraiment intérieurement et où elle prend la décision de se développer sur le plan personnel. Sakura a deux qualités principales liées au plan astral. Elle va développer le soin, et ensuite, cela peut paraître assez étrange, mais Sakura est le personnage le plus fort physiquement. Mais cela s'explique parce que l'émotion est l'énergie la plus puissante sur le plan terrestre. C'est pour cela que l'on a beaucoup de problèmes avec l'astral, car l'émotion est bien plus présente que l'esprit dans l'homme. Sakura se sert donc de sa sensibilité émotionnelle pour avoir de la force physique. À eux trois, ils forment l'équipe numéro 7, qui est le chiffre de la manifestation divine en numérologie, dans la théologie chrétienne et à l'origine dans la Kabbale juive. Le 7 symbolise la perfection. Les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes de musique, les 7 doigts de la main. Non, nous n'avons que 5 doigts, mais peut-être qu'avec l'évolution plus tard nous en aurons 7. Le 7 est donc le chiffre de la perfection et de la manifestation divine, mais pas au sens spirituel. Il faut comprendre simplement au-delà de l'humain, car l'humain n'est qu'un animal intelligent, ou plutôt intellectuel. Quand on regarde ce qu'il se passe autour de nous, certains ont des comportements pires que des animaux. Alors je ne crois pas exagérer quand je dis que l'humain n'est rien d'autre qu'un animal évolué. Voilà pour les 3 membres de l'équipe 7. Il y a quelque chose de très intéressant à mettre en parallèle avec les 3 principes cosmiques de la psychologie évolutionnaire que sont l'intelligence, la volonté et l'amour. Ces 3 principes sont des qualités de l'esprit qui n'ont rien à voir avec l'intellect du mental égoïque, la volonté ou le désir égoïque, et l'illusion émotionnelle appelée amour. L'intelligence est synonyme de savoir, la volonté de pouvoir et de puissance, et l'amour est synonyme de respect et de bien-être. Tout au long du manga, les 3 personnages vont développer ces 3 qualités. Sasuke correspond à l'intelligence, car il analyse les situations et trouve des solutions. Naruto correspond à la volonté, car il suit son indo et réagit instinctivement en suivant son objectif. Et Sakura correspond à l'amour par sa capacité de guérison. Cependant, ces 3 personnages vont aussi développer la qualité des autres, comme Sasuke qui va développer sa volonté, et Naruto son intelligence. Quant à elle, Sakura va devoir comprendre que l'amour n'est pas une question d'attachement psychologique et illusoire, mais une question de respect et de bien-être. On retrouve donc la trinité cosmique à travers ces 3 personnages principalement, et aussi à travers des personnages secondaires comme Shikamaru pour l'intelligence, Rock Lee pour la volonté, etc. Il y a ensuite le chef de leur équipe, qui est aussi leur instructeur, Kakashi Hatake. Son prénom est traduit par épouvantail et son nom par chant. C'est donc le personnage qui va faire fuir ceux qui veulent ravager les jeunes pousses, et qui va les protéger jusqu'à ce que leurs fruits puissent être récoltés. Il est souvent appelé Kakashi Sensei, car au Japon, le sensei est le maître, à la fois l'instructeur et celui qui détient la maîtrise des choses. Kakashi possède le Sharingan qu'il n'est pas censé avoir, car le Sharingan est une technique héréditaire du clan Uchiwa. Le Sharingan est un œil spécial appelé Dojutsu, technique de l'œil, et il y en a 3 dans Naruto avec le Byakugan et le Rinnegan. Et le Sharingan a plusieurs capacités, notamment voir le chakra et créer des illusions. Et sa version évoluée, le Mangekyo Sharingan, a d'autres capacités plus avancées. Le Sharingan se développe par la souffrance et les chocs émotionnels, et on le voit à travers l'histoire des différents membres du clan Uchiwa. Pour revenir sur Kakashi, par rapport aux autres personnages au début, c'est un personnage qui est très évolué, mais il ne va pas beaucoup se développer, et les autres personnages en viendront à le dépasser.
Une chose très intéressante à noter est que Kakashi porte un masque sur le visage, qu'il n'enlève jamais. Et il porte son bandeau sur l'œil qui permet de cacher son Sharingan, sinon il s'épuiserait car il est constamment actif et consomme beaucoup d'énergie. Le visage est le symbole de l'ego. J'avais découvert cela dans le manga Berserk, où l'artefact B-Elite a un visage complètement désordonné. Mais quand il est activé, le visage s'ordonne et apparaît clairement, ouvrant un portail vers les entités sombres du personnage qui l'active. Et ceci correspond à l'œuvre noire en alchimie. On peut donc considérer que Kakashi n'a pas de visage, donc pas d'ego, et correspond à un esprit pur, même si ses cheveux sont apparents, car dans les mangas, les cheveux symbolisent le caractère du personnage. Kakashi est un des personnages qui montre le moins ses émotions. Il réfléchit et analyse toujours les choses de manière froide et objective. On découvre plus tard dans l'histoire de Kakashi que lui aussi a subi une initiation assez violente. Par rapport aux yeux, il y a souvent des personnages dans les mangas qui ont un œil caché, le droit ou le gauche, ce qui peut avoir une signification différente. Mais Kakashi et Zaraki Kenpachi dans Bleach libèrent leur puissance en enlevant leur cache-œil. Et Lelouch, dans Code Geass, détient son pouvoir dans son œil gauche. Naruto est donc un manga qui nous donne des clés pour avancer dans la psychologie et nous dépasser. Un des grands préceptes du ninja est de ne jamais montrer ses émotions. D'abord parce qu'elles donnent à l'ennemi des informations sur l'état de la personne, d'où l'utilisation de la peur ou de la provocation, et ensuite parce que les émotions nuisent à l'intelligence de l'esprit. Elles polarisent le mental, selon si l'émotion est positive ou négative, et elles enferment la pensée de la personne dans un point de vue subjectif qui n'est pas réel, puisque la vérité et le mensonge ne dépendent que du point de vue de l'observateur, alors que la réalité est objective et la même pour tout le monde. Il est donc très important de ne pas laisser nos émotions dominer notre mental et perturber notre point de vue et notre pensée. C'est une clé majeure de l'initiation, et il est impossible d'aller plus loin sans réaliser cela. C'est le seul moyen qui permet de devenir maître de soi-même. Dans Dragon Ball, les Super Saiyans utilisent une colère froide, dont ils sont capables de garder le contrôle. C'est une colère mentale qui est bien différente de la colère émotionnelle qui nous submerge et qui nous fait poser des actes que l'on regrette bien souvent par la suite. La colère mentale permet donc d'exploiter l'énergie émotionnelle tout en restant intelligent. Naruto va également apprendre à utiliser l'énergie du démon qui l'habite sans se laisser dominer par ce démon, alors qu'au début, chaque fois qu'il utilise ce chakra démoniaque, il se laisse submerger par sa trop grande puissance. Naruto est donc un manga très intéressant, car il explique beaucoup de choses dans le détail et rend cette nouvelle psychologie accessible à tout le monde. Je pourrais en dire bien plus sur les autres personnages, mais j'ai remarqué qu'avec le confinement, il y a beaucoup de gens et de jeunes qui ont commencé à regarder Naruto. Alors je ne veux pas spoiler, et je préfère vous laisser découvrir ces choses par vous-même. Je peux rajouter que le personnage de Neji est intéressant, car il n'utilise pas un corps à corps physique, mais un corps à corps basé sur l'énergie vitale, grâce à son Byakugan, qui lui permet de voir les flux de chakras en détail et les méridiens du corps éthérique. Il utilise donc des attaques sur les points d'énergie, comme Kenshiro dans Ken le Survivant. Ceci est une correspondance dans la réalité. Ce sont le Tai Chi Chuan et le Qigong, qui sont connus comme des techniques de bien-être, comme le yoga, mais qui sont à l'origine des arts martiaux destinés au combat. Cependant, ils ne sont pas donnés comme tels, car si c'était le cas, il y aurait trop de problèmes de santé à cause de personnes qui se battraient dans l'unique but d'écraser les autres, et cela serait très dangereux, car l'humanité est capable de s'autodétruire elle-même, même sans la science de l'énergie. Je pourrais décrypter tous les personnages de Naruto de cette manière, mais cela me prendrait beaucoup de temps et d'énergie, seulement pour le communiquer.
Shikamaru est aussi un personnage intéressant, et il me permet de faire la distinction entre l'intellect du mental et l'intelligence de l'esprit, qui est équivalente à du savoir instantané. Et Shikamaru possède les deux. Il part d'abord d'une analyse intellectuelle de la situation, et reçoit une solution intelligente par son esprit, comme un tilt ou un déclic, afin de résoudre la situation. Il utilise les échecs japonais pour développer cette capacité, et il sera reconnu comme un des meilleurs stratèges de son village. Jiraiya est aussi un personnage très intéressant, car il est le maître instructeur du héros. Son nom est une référence directe au théâtre japonais et à la pièce Jiraiya Goketsu Monogatari, comme le sont Tsunade et Orochimaru. Jiraiya porte le kanji huile sur le front, car l'huile ne se mélange pas à l'eau et se trouve toujours au-dessus, en plus d'être imperméable à l'air. L'huile est un moyen de conservation très connu qui empêche l'oxygène de corroder ou plus précisément d'oxyder la matière. L'huile est aussi un combustible qui pourrait correspondre au soufre alchimique. Jiraiya est le premier personnage à développer le mode Sennin ou sage, que Naruto devra développer aussi. Grâce à cela, Jiraiya dispose d'un contrôle de lui-même qui lui donne accès à une grande puissance vitale et un éventail de techniques très puissantes et qui ne sont pas réalisables en mode normal. Pain est aussi un personnage intéressant dont la traduction anglaise signifie douleur. Il dispose d'un dojutsu qui est le Rinnegan, et c'est un archétype luciférien car il se prend pour un dieu au-dessus des hommes et veut imposer sa loi par la guerre et la violence en prônant une idéologie de paix, ce qui est contradictoire. Il sera donc opposé à Naruto qui est le personnage christique de l'histoire. Les archétypes lucifériens sont nombreux dans les mangas puisqu'il s'agit d'initiation solaire, et que l'homme doit dépasser l'archétype luciférien pour atteindre l'archétype christique. Il ne faut pas confondre Lucifer avec Satan, comme le font souvent les catholiques ignorants, car Lucifer représente l'ange déchu qui a usurpé la place du roi ou la place du Christ dans le monde, temporel ou astral. Il est dit dans la Bible que le Christ reviendra pour lui botter le cul et reprendre sa place. Dans les mangas, on retrouve cet archétype à travers Byakuya Kuchiki, qui se donne des allures de chef et qui sera vaincu par le héros Ichigo. Dans One Piece, il y a plusieurs histoires de rois déchus et remplacés par un archétype luciférien, comme Crocodile à Alabasta ou Doflamingo à Dressrosa. Et ils seront à chaque fois vaincus par le héros christique Luffy, qui viendra rétablir l'ordre et la paix et redonnera sa place au roi légitime. Et dans Disney aussi, dans Le Roi Lion, Scar mettra à mort Mufasa pour prendre sa place, mais son fils Simba reviendra après son initiation pour tuer Scar et reprendre sa place. On notera ici aussi que le lion est un symbole solaire et son élément est le feu en astrologie. Dans la réalité, nous assistons à la même situation avec Donald Trump, qui a réussi à accéder au pouvoir par son développement personnel, qui est aimé par son peuple, et qui agit pour lui, diplomatiquement et sans faire aucune guerre, contrairement aux autres, qui agissent par l'oppression et les lois liberticides. Mais Trump a été sorti par des élections truquées, car les démocrates ne veulent surtout pas perdre leur pouvoir, comme Satan et Lucifer qui préfèrent se perdre eux-mêmes plutôt que de laisser leur place. Dans Matrix aussi, on retrouve l'archétype luciférien à travers le mérovingien et à travers l'agent Smith qui prétend posséder la matrice alors que c'est l'architecte qui l'a créée et que c'est Néo, l'homme nouveau, qui en est l'élu, le personnage christique. C'est en fait l'histoire de notre époque que nous vivons dans un monde de paix en guerre, où la liberté se résume à pouvoir changer de sexe si l'on en a envie, le désir de l'ego, mais où la censure bafoue la liberté d'expression de chaque individu conscient.
Lucifer et Satan dominent cette époque de fin de cycle et de fin des temps, mais c'est à chacun de se dépasser dans son propre monde intérieur, afin que l'esprit et l'énergie cosmique reprennent sa place dans l'individu, et finalement dans l'humanité tout entière, sur le plan terrestre. Nous avons tous un esprit qui est notre personnalité cosmique et réelle. Si cela vous intéresse, vous pouvez écouter les conférences de Bernard de Montréal et de Daniel Kemp disponibles sur Internet. Elles m'ont été pour ma part d'une grande aide pour finaliser mon initiation. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager et la diffuser car elle est conçue et va dans le but de l'évolution pour une nouvelle humanité plus intelligente. Si vous voulez regarder Naruto, il y a plusieurs plateformes de streaming où ce manga est disponible. Personnellement, je le regarde sur Anime Digital Network, mais il est aussi disponible sur Netflix et Crunchyroll. À vous de choisir. Les abonnements ne sont pas chers et vous aurez accès à un grand nombre d'animés et de séries en illimité. Bon visionnage!